Bonjour et bienvenue dans Dissolution. Dans ce format, on va essayer de vous proposer des clés pour comprendre les enjeux et les problèmes politiques d'actualité. Vous le savez, la parole des médias dominants donne souvent la part du lion au discours hostile à la gauche, accusée d'être la fauteuse de troubles. La gauche, pendant des semaines, a eu l'opportunité de discuter avec le centre et elle ne l'a pas prise parce que la France Insoumise avait décidé dès le début que c'était impossible. Donc la gauche arrive très bien à conquérir le pouvoir, elle ne sait pas l'exercer. Et c'est son grand problème depuis d'ailleurs très longtemps. Ces temps-ci, la gauche est fustigée de n'avoir pas indiqué dès le départ les compromis qu'elle était prête à faire pour gouverner avant d'être en position de négocier. Mais pour la coalition de la droite et du centre, ce n'est pas la même chose, vous le voyez bien. Mais vous voyez bien que ce sont les seuls qui sont d'accord pour faire des compromis. Et alors les compromis, il y en a sur un certain nombre de sujets. Ça dépend des sujets, donc je ne comprends pas pourquoi dès le départ on dit ce gouvernement ne peut pas tenir sans le RN. Ça dépendra des sujets. Il y a des sujets sur lesquels, par exemple, sur l'économie, ils ont l'air de ne pas s'entendre en ce moment. Ils pourraient peut-être s'entendre. Sur l'immigration, ils pourraient aussi s'entendre. Je ne comprends pas très bien cette conception de la politique qui consiste à dire que à partir du moment où on a voté, c'est terminé. Non, on a voté et ensuite les partis peuvent discuter. Et discuter, ils l'ont fait longuement. Au terme d'interminables consultations, Michel Barnier a fini par nommer son gouvernement samedi 21 septembre 2024, 16 jours après sa nomination à Matignon. Comme on pouvait s'y attendre, diverses nuances de droite colorent cette nouvelle équipe à 39 têtes. Alors que les LR et le camp macroniste ne font que perdre de plus en plus les élections, l'arithmétique parlementaire semblerait contraindre le gouvernement à la droite pour donner un résultat absurde, la coalition des perdants au gouvernement. Alors, comment en est-on arrivé là ? Quelles conséquences ce nouveau gouvernement aura-t-il sur la politique de notre pays ? Qu'est-ce que le RN y gagne ? Qu'est-ce que le peuple et la démocratie risquent d'y perdre ? C'est ce qu'on va voir dans ce nouveau numéro express de Dissolution. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Cette configuration politique d'union de la droite et du centre ne s'est pas faite en un jour. Elle est le résultat d'une stratégie de longue haleine d'Emmanuel Macron pour bloquer la gauche et fusionner avec les LR. Cependant, cette stratégie semble placer la politique parlementaire dans une situation inédite dont les conséquences de moyen et long terme sont encore très floues et potentiellement dangereuses. Alors que la première force politique cohérente à l'Assemblée nationale à l'issue des élections de juin dernier, c'était le NFP, on se retrouve avec un gouvernement très à droite, encore plus qu'avant les élections. Normalement, dans tous les autres régimes parlementaires, quand un parlement est divisé et qu'aucune alliance électorale n'a la majorité requise pour former un gouvernement seul, le chef de l'État nomme ce qu'on appelle un formateur, c'est-à-dire un candidat potentiel au poste de Premier ministre, à qui on confie la tâche de négocier avec les autres forces politiques au Parlement la formation d'une coalition majoritaire. D'où le nom de formateur. S'il échoue, alors le chef de l'État nomme un autre formateur, issu d'une autre famille politique, jusqu'à ce que ça marche. C'est standard, classique et surtout démocratique. Mais ça a le gros désavantage du point de vue d'Emmanuel Macron de retirer le pouvoir décisionnaire des mains du chef de l'État pour le mettre, tout entier, entre les mains du formateur. Or, il était impensable pour Emmanuel Macron de perdre la main. Comme toujours, il refuse de céder le pouvoir avec d'autant plus d'obstination qu'il savait pertinemment qu'un accord de gouvernement entre le centre et le NFP aurait eu pour conséquence de revenir en partie au moins sur son héritage politique. Alors, certes, les concessions auraient obligé à modérer le programme initial du NFP, mais ça aurait représenté un sérieux tournant à gauche par rapport à la rigidité macroniste des 7 dernières années. Et ça, Emmanuel Macron ne voulait pas en entendre parler. La solution était toute trouvée, empêcher à tout prix le NFP d'arriver au pouvoir, et accuser la gauche, au fond, d'être responsable du blocage. Et tout ça pour réaliser le rêve ultime de Macron, fusionner avec les LR. Et c'est ce qui a fini par arriver avec la nomination de Michel Barnier et de son gouvernement, qui n'est pas un gouvernement de cohabitation, comme il l'a rappelé dimanche soir. Nous ne sommes pas en cohabitation. Ce n'est pas une cohabitation. Et non, parce que l'essentiel du socle parlementaire qui va accompagner le gouvernement est constitué de députés, de sénateurs qui ont... pour beaucoup soutenu, accompagné le président de la République depuis 7 ans. On a ainsi rajouté au macronisme cette droite qui trouvait que la loi immigration de l'hiver dernier n'allait pas assez loin. Ce gouvernement, c'est Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur, particulièrement connu pour reprendre à son compte la distinction raciste entre les Français de papier et les Français dits de souche. Ce gouvernement est aussi composé de personnalités problématiques qui clament depuis longtemps leur opposition aux droits fondamentaux des personnes LGBTQIA+, telles que Catherine Vautrin, renouvelée, et rejointe par Annie Genevard et Laurence Garnier. Et puis, cerise sur le gâteau, on retrouve Othman Nasrou. Hostile au mariage pour tous, il estime aussi que le racisme et l'homophobie sont l'apanage d'une infime minorité. Devinez ce qu'on lui a confié, la citoyenneté et la lutte contre les discriminations. Le vent du boulet a dû être tellement fort que Michel Barnier a voulu dissiper toute ambiguïté. Il n'y a aucune ambiguïté s'agissant des grandes lois de liberté pour les hommes et les femmes, des grandes lois de progrès social ou sociétal. Je parle
évidemment de la loi de Simone Veil. J'ai eu l'honneur d'être son collègue au gouvernement, qu'il s'agisse du mariage pour tous ou de la PMA dans les dernières dispositions de 2021. Elles seront intégralement préservées. Le rôle du Premier ministre dans ce cas, c'est d'être un rempart. Je serai un rempart pour qu'on préserve l'ensemble de ces droits acquis pour les hommes et les femmes de France en termes de liberté et de progrès social. Il n'y a aucune ambiguïté. Vous l'entendez bien, M. Delahousse, aucune ambiguïté. On retrouve aussi à l'enseignement supérieur un convaincu de la théorie complotiste d'une subversion de l'université par les islamo-gauchistes. Bref, avec ce gouvernement, c'est le triomphe des idées d'extrême droite. Encore partiellement limitées au plateau télé, ces idées seront directement importées dans les ministères. Et ça, dimanche soir, ça n'a pas manqué. Je pense qu'on doit traiter cette question de l'immigration avec beaucoup plus de rigueur. Il y aura des ruptures, beaucoup plus de fermeté, en même temps de l'humanité. C'est la ligne que je vais suivre avec M. Retailleau. M. Retailleau, qui souhaitait il y a 10 jours encore reprendre la loi immigration. Il y aura des amendements, des corrections, des correctifs? On va faire des choses pratiques pour maîtriser et limiter une immigration qui devient souvent insupportable et qui d'ailleurs conduit à ne pas bien accueillir ceux qu'on accueille chez nous. Nous voilà donc dans une situation où, à force de perdre de plus en plus les élections, les LR se retrouvent au gouvernement. Ça pourrait paraître assez paradoxal, mais en réalité, la logique politique l'explique très bien. Emmanuel Macron n'a eu de cesse de se droitiser depuis 7 ans, au point qu'il a phagocyté l'essentiel de l'électorat des Républicains. Les Républicains se retrouvent dans une situation dramatique et sont réduits à quelques 2 millions de voix aux dernières législatives. Pour survivre politiquement, la seule solution, c'est de s'allier avec Macron. Surtout qu'il a passé ces dernières années à faire beaucoup d'efforts à droite. La Fondation Terra Nova a regardé comment les LR avaient voté entre le mois de mai 2022 et l'automne 2023. 63% des textes ont été votés par les LR. Donc ça montre qu'il y avait un accord idéologique et politique, au moins sur ces sujets-là. Cette configuration est ainsi le résultat de longues années de rapprochements plus ou moins forcés, plus ou moins stratégiques entre la droite et les macronistes. On assiste à ce qui aurait dû se passer en 2022, c'est-à-dire que Emmanuel Macron aurait dû à ce moment-là faire un accord avec les LR, parce qu'il y avait beaucoup de points d'accord entre eux, qu'il n'a pas voulu le faire, que les LR non plus n'ont pas voulu. Que la droite s'allie avec le centre pour recréer un bloc puissant et majoritaire à droite, c'est le plan de quelqu'un depuis 2017. Peut-être connaissez-vous son nom. Ça fait des mois, voire des années qu'un certain Nicolas Sarkozy plaide pour ce scénario. Une alliance très claire, gouvernementale, entre la droite et le bloc central. C'est Barnier qui le réalise. Mais à part ça, que va pouvoir réaliser Barnier? On nous dit qu'avec lui, ce serait, au fond, un autre type de politique qui se ferait, moins élitiste et plus populaire. Avec Barnier, c'est un autre type de politique qui s'avance ou qui fait retour. Si vous voulez, l'âge de Michel Barnier, le fait qu'il n'a pas d'ambition présidentielle, son passé, un homme qui a exploré toutes les dimensions du métier politique de l'Europe, au département en passant par l'échelon national, quelque part, ça rassure les Français qui en ont un peu assez de cette politique faite d'éléments de communication qui se succèdent les uns aux autres. C'est certain que question communication, Barnier n'est pas encore au top niveau. J'ai bien des exemples en tête de progrès, petits ou grands, qui ont été accomplis grâce à des idées, de bonnes solutions apportées par les gens d'en bas, qu'il faut respecter. La liberté d'agir de ce gouvernement de droite dur, tempéré avec quelques éléments de l'extrême centre macroniste, dépend de la bonne volonté du RN qui le surveille. Désormais, le gouvernement ne pourra pas faire sans nous. Notre voix va compter et on espère en effet que Michel Barnier va écouter en tout cas les électeurs du Rassemblement national qui ont été plus de 11 millions, je tiens encore à le rappeler, mais c'est important, des fois on a tendance à l'oublier. Et donc nous, notre programme des législatives, il reposait sur 3 points, l'immigration, l'insécurité et le pouvoir d'achat. Donc on a hâte de pouvoir peser dans la balance et de pouvoir faire évoluer la chose pour les 10 prochains mois qui nous restent. Et surprise, que retrouve-t-on dans la feuille de route de Michel Barnier ? Le pouvoir d'achat, l'immigration et la sécurité avec une mention spéciale pour l'équilibre budgétaire pour bien montrer qu'il est de droite et sérieux. Cependant, cette recomposition de la droite sous la surveillance de l'extrême droite n'est pas sans perturber les combinaisons au Parlement. Soutien sans participation, participation sans soutien, motion de censure et budget, toutes ces questions reviennent au devant de la scène. Cette configuration parlementaire qui a forcé la droite et le centre à s'allier pour ne pas laisser la main à la gauche peut sembler nouvelle. Mais en réalité, elle n'est ni nouvelle ni inconnue.
Pour s'en rendre compte, il faut faire un peu d'histoire politique de la Ve République. Revenons un instant en 1976. Jacques Chirac est le Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, président élu en 1974 avec l'étiquette du parti centriste républicain indépendant. Jacques Chirac a trahi les gaullistes pour soutenir Giscard d'Estaing et ainsi obtenu d'être nommé à Matignon. Cependant, les deux hommes se supportaient assez mal et Chirac a fini par démissionner en 1976. Je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre. Et dans ces conditions, j'ai décidé d'y mettre fin. Mais Giscard d'Estaing et les centristes ne disposaient pas seuls de la majorité à l'Assemblée. Ils étaient donc contraints, comme Emmanuel Macron aujourd'hui, de s'arranger avec la droite pour gouverner, alors même que les deux blocs essayaient à chaque élection de s'étouffer l'un l'autre. L'union de la droite et du centre est ainsi une stratégie classique des forces conservatrices pour empêcher la gauche d'accéder au gouvernement. Mais ce qui change, cette fois, c'est que la survie du gouvernement Barnier ne tient pas que par l'alliance entre les LR et les macronistes. Il tient par le soutien sans participation du Rassemblement national. Cette analyse est aujourd'hui classique et tous ou presque s'accordent à le dire. Le RN est le faiseur de roi. Cependant, on ne saisit pas bien encore la portée de cette configuration. Qu'est-ce que ça veut dire que le Rassemblement national soutient sans participer ? Concrètement, ça va ressembler à quoi ? Quelle carte le RN va-t-il jouer et pour gagner quels avantages à long terme ? Tout cela est très compliqué, c'est un problème aujourd'hui. Jean Quatremer lui-même semble un peu perdu dans tout ça. C'est pas le Rassemblement national qui a le droit de vie ou de mort sur son gouvernement. Il y a le Rassemblement national avec le Nouveau Front populaire. Ils n'ont pas la majorité, il faut arrêter. Faut arrêter surtout avec la cécité volontaire, Jean Quatremer. Quand les partis du centre annoncent une censure immédiate pour un gouvernement NFP avant même qu'il n'ouvre les négociations, c'est la faute au NFP qui bloquerait parce qu'il ne ferait aucune concession. Quand le NFP annonce la censure d'un gouvernement sans aucune concession à gauche, c'est le NFP qui donnerait le pouvoir au Rassemblement national. Mais c'est Emmanuel Macron et Michel Barnier qui ont explicitement demandé au RN ces conditions pour ne pas censurer le gouvernement. Et le RN a eu gain de cause. Ce discours, comme on le voit, n'est là que pour faire peser la responsabilité de cette combine sur le NFP. Mais en réalité, les LR ne se sont jamais cachés pour avouer qu'ils avaient explicitement bloqué la candidature de Castet. Nous n'avons pas souhaité que Mme Lucie Cassette et les siens prennent le pouvoir. Et nous avons obtenu cela d'Emmanuel Macron. C'est déjà une première victoire, et ça, pardonnez-moi, mais c'est grâce aux Républicains. La position de faiseur de roi qu'on donne au Rassemblement national est cependant un peu plus compliquée à analyser. Tout d'abord, en recréant un bloc du centre et de la droite opposé au NFP, la configuration actuelle fait ressurgir la division droite-gauche qui a régné pendant si longtemps en France. Cette bipartition de la vie politique était imparfaite, sans aucun doute, mais elle avait pour vertu de cantonner le FN dans une position de marginal. L'éclatement minutieux de la division entre la droite et la gauche par Emmanuel Macron a permis au RN de monter en flèche et de récupérer tous les déçus du macronisme de droite. Un retour à la normalité de l'alternance droite-gauche serait ainsi pour le RN un danger mortel. Les politologues du RN s'empressent à poursuivre l'œuvre macronienne du Nini. Je crois que qu'il y a un bon moyen de ne rien comprendre à ce qui se passe actuellement dans le pays, et même à l'Assemblée, c'est de raisonner en termes de gauche et de droite. On a l'illustration absolue avec ce chaos parlementaire que ces notions de gauche et de droite n'organisent plus. Certains y croient, mais n'organisent plus du tout le champ politique. La division progressive du champ politique entre la droite au gouvernement et la gauche dans l'opposition gêne beaucoup le Rassemblement national et le confronte à ces contradictions. D'un côté, ils vitupèrent qu'ils sont la seule force d'opposition à Emmanuel Macron, mais d'un autre, le gouvernement macroniste de Barnier ne tient que grâce à eux. D'un côté, ils doivent être d'opposition pour satisfaire leur électorat, mais de l'autre, ils doivent paraître sérieux à la droite de gouvernement. Il faut charmer les Retailleau, les Morano et les Wauquiez. Ils doivent leur montrer que s'ils gagnent en 2027, le RN sera un parti sérieux, sur qui compter. À l'inverse, une débâcle budgétaire avec une crise politique et financière les renverrait à l'image qu'ils essaient de faire oublier, des fachos turbulents et radicaux, pas un parti de gouvernement. Les stratégies du RN seront donc délicates les mois à venir. D'un côté, ils auront du mal à gagner 2027 sans s'allier à la droite de gouvernement, mais d'un autre, ils doivent convaincre leurs électeurs anti-système de continuer à voter pour eux et d'oublier qu'ils sont devenus la béquille du macronisme. Pour ça, le remède miracle existe, la peur. Avec le gouvernement Barnier, ça ne sera pas difficile tant il est composé de xénophobes notoires. Le RN pourra ainsi exiger du gouvernement de proposer des lois de plus en plus liberticides au nom de la lutte contre l'immigration. En faisant diversion avec autant de faits divers que possible, le RN parviendra peut-être à faire oublier que si le macronisme se lepénise, le lepénisme se macronise. Et c'est peut-être ça le plus inquiétant. Un débat court sur la toile et les plateaux télé depuis le début de l'été.
Le président avait-il l'obligation juridique de nommer Lucie Castet à Matignon? La nomination de Barnier et de son gouvernement est-elle illégale? Est-ce un coup d'État? Certes non. La Constitution semble très claire, la seule contrainte qui pèse sur l'existence d'un gouvernement, c'est la motion de censure de l'Assemblée nationale. Le président est ainsi juridiquement libre de nommer qui il veut. Si on n'est pas content, la seule option, c'est la censure. Constitutionnellement, tout cela est vrai. Et ainsi, le discours dominant s'arrête à cette conclusion. Certes, le geste macronien n'est pas très gracieux et c'est pas comme ça qu'on fait ailleurs, mais c'est légal. Mais ce qu'on oublie souvent de se demander, c'est de savoir si c'est vraiment la bonne question. Se demander si l'action d'Emmanuel Macron est légale, c'est encore penser que notre Constitution a une valeur, que c'est un texte respectable, parce que respecté. C'est au nom de ce texte respectable qu'on indique que le choix d'Emmanuel Macron n'est, au fond, pas vraiment critiquable, parce qu'il est dans son bon droit constitutionnel. Mais que dire d'une constitution qui n'est utilisée que pour valider les abus présidentiels? Que dire d'une constitution violée et piétinée depuis des années? Le plus grand danger depuis 2017, c'est qu'Emmanuel Macron a inauguré toute une panoplie d'outils dont le RN rêve de se servir. Tous les abus macroniens, constitutionnels ou pas, seront autant d'excuses imparables au RN pour faire ce qu'il veut et abuser à son tour de notre Constitution. Depuis des années, les présidents de la République, aidés par les idéologues de plateau, violent la Constitution, en tordent l'esprit et en justifient les abus. Est-il encore pertinent d'aller regarder la Constitution de la Ve République pour comprendre et juger notre politique? Ça peut paraître brutal, dangereux et iconoclaste, mais la réponse est non. Si, en dépit de leurs mots, les textes constitutionnels ne servent qu'à valider les abus présidentiels et museler les oppositions, il faut les changer. La Constitution, au fond, n'est que ce qu'on en fait, ce que les politiques en font, ce que les journalistes en disent et ce que les citoyens laissent faire. Une constitution, c'est pas qu'un texte écrit, c'est les commentaires en permanence des observateurs, des juristes, mais aussi des journalistes, des éditorialistes, des acteurs politiques eux-mêmes. Et si Emmanuel Macron a pu faire ce coup de force en refusant de nommer, encore une fois, la personnalité choisie par le groupe arrivé en tête au Parlement, c'est précisément parce que eh bien, il s'est trouvé assez peu de gens dans ce pays, commentateurs ou acteurs politiques, pour siffler, pour agiter le drapeau rouge, pour dire « ce n'est pas possible, on n'a pas le droit de faire ça, on ne respecte pas les règles du jeu, c'est extraordinairement grave ». Alors oui, écarter la candidature de la première force politique au Parlement, c'est une usurpation légale. Faire démissionner un gouvernement pour le charger des affaires courantes pendant près de 3 mois, c'est une usurpation légale. Ces combines sont graves, parce qu'elles donnent au RN de plus en plus de liberté pour agir sans contrainte s'il parvient au pouvoir. Mais c'est aussi affaiblir la confiance des citoyens dans leurs institutions. Les élections législatives avaient non seulement puni les macronistes et les LR, mais aussi affirmé le rejet du RN. Par ces stratagèmes successifs, Emmanuel Macron aura réussi à garder le pouvoir avec les LR en donnant toujours plus au RN. Si les institutions donnent ces effets à ce vote, il ne faudra pas s'étonner si la crise démocratique s'enfonce. Si cet épisode express de Dissolution vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et si vous le pouvez, n'hésitez pas à vous rendre sur blast-info.fr pour nous soutenir. Dernier point, à l'heure où nous enregistrons cette vidéo, il reste précisément 259 jours avant qu'une nouvelle dissolution soit possible. On se retrouve le mois prochain pour disséquer avec vous les travaux, les embûches et les stratégies des forces politiques au Parlement dans un nouveau numéro de Dissolution. D'ici là, on vous laisse avec une citation inspirante. On viole souvent la volonté du législateur par une infinité de petites choses. Ces actions répétées et peu importantes paraissent souvent négligeables. Mais à force de négliger les lois par des actes apparemment sans importance, on en vient facilement à violer les lois les plus graves. Platon, Les Lois, livre 7. 3 priorités, vous les retiendrez facilement. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre.